Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bonsoir. Dans le cadre de nos émissions sur Philanthropist Tribune, nous avons eu l'opportunité d'accueillir pour un échange. À travers nos échanges, cette fois-ci, nous nous sommes un peu téléportés de tout ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire à pouvoir faire un projecteur sur les actualités politiques, sur un homme qui a su se faire tout seul, à la sueur de son front, ce qui est tout à fait étrange par rapport à la plupart de nos compatriotes. Quelqu'un qui a beaucoup voyagé, donc qui a engrangé beaucoup d'expérience. Et nous avons appelé sur ce plateau un jeune monsieur plein d'ambition, un homme de médias, un sportif, un citoyen qui de l'intérieur a beaucoup d'idées et amène beaucoup de solutions face à la problématique que nous nous posons assez souvent chaque jour et qui fait l'essence de Philanthropist Tribune. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous demandons d'accueillir Haj Djibril, communément pour beaucoup de nos compatriotes, Salah ad-Din. Nous l'avons connu tout jeune et c'est un monsieur qui a beaucoup grandi. Bonjour. Bonjour, cher Anthropius. Comment allez-vous? Merci bien à vous-même. Vous avez été un grand sportif. Vous avez joué dans l'équipe nationale, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Vous avez vécu les choses de l'intérieur en ayant appelé dans la sélection, dans les phases préparatoires. Beaucoup de Tchadiens se posent la question, à savoir aujourd'hui pourquoi le sport au Tchad, et en particulier ceux qui suivent le football, n'avance pas. Dernièrement, le Tchad a eu le privilège de ramener la coupe de la CEMAC. Je parle sur votre contrôle. Qu'est-ce qui a fait cette différence-là entre les années qui ont été charnières ou pas, mais qui a fait que le football n'a pas évolué, et Dieu seul sait que notre pays est pétri de talent, et ce qui vient de se passer dernièrement? C'est très simple. Je mettrai ça plutôt sur le compte du hasard. Car des équipes compétitives, on en avait eu. Lors de ma première sélection en équipe nationale du Tchad et l'Essao, en 1999, nous avions déjà atteint la finale au Gabon, face à la Zingo nationale du Gabon, à condition qu'il y ait un suivi. Et pour qu'il y ait un suivi, il faudrait absolument que le gouvernement mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, c'est-à-dire? Nous avons des entraîneurs diplômés, nous avons des entraîneurs non diplômés qui ont fait leurs preuves en gagnant à plusieurs reprises leur championnat national et la Coupe nationale. Ce sont ces personnes-là dont on a besoin, tout comme d'anciens internationaux comme moi-même, qui ne suis pas seulement un ancien international, mais qui suis toujours international, d'autant plus que malgré mon âge, je fais toujours partie de la liste des 40 joueurs présélectionnables. Très bien. Vous avez vécu un peu le quotidien de l'équipe nationale de l'intérieur. Beaucoup de joueurs se plaignent un peu des conditions de préparation, des sélections, des critères de sélection. Nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui a fait partie de ça. Quelle est votre optique? Mon opinion doit être complètement différente de ce que beaucoup de gens pensent. Aussi bien ceux qui ont tâté le problème de l'intérieur comme moi-même, ou bien les spectateurs et téléspectateurs. Je m'explique. Aujourd'hui, pour figurer dans l'équipe nationale du Tchad, il faudrait absolument avoir des affinités. Ensuite, même à l'entraînement, malgré le fait que certains joueurs comme moi-même ont prouvé jusqu'à preuve du contraire qu'il était susceptible d'être des titulaires indiscutables du groupe SAO, ce sont les affinités qui marchent encore. Maintenant, les conditions de rassemblement des joueurs sont vraiment pathétiques. Personnellement, j'ai vécu une expérience en 2006 avec les SAO. Nous étions logés à l'hôtel du Golfe, à la rue des 30 mètres, dans des conditions déplorables. Manque d'électricité, manque d'eau. Je ne vous parle pas du manque de médicaments, du manque des primes et également des difficultés qu'on avait pour aller s'entraîner 2 fois par jour
de la rue des 30 mètres à Moursal où se trouve le stade Idriss Mamadou. Vous parlez de l'équipe nationale du Tchad. Absolument. L'équipe nationale de football du Tchad, les Sao. Qui sont, à votre avis, mal entretenus, puisque vous parlez logés dans un hôtel ubuesque, tout à fait délabré, puisque dans un hôtel où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, on ne peut pas appeler ça un hôtel, on ne peut pas mettre le joueur dans des conditions optimales pour progresser. Les conditions n'étaient pas optimales, également au niveau du matériel. Figurez-vous que lors d'un de nos matchs amicaux face à Gazelle Football Club, nous avions des bas de couleurs différentes. Et cela est vraiment honteux pour une sélection nationale. Cela s'est passé en 2006, lors d'un de mes derniers rassemblements avec l'équipe nationale du Tchad, que j'avais quitté en 2009-2010, après que la sélection nationale de la République centrafricaine m'avait demandé de venir l'aider. Je parle des Fauves de Bazobangui, qui avaient envoyé leur troisième entraîneur de l'époque, premier entraîneur actuel, M. Hervé Ngunji, pour rencontrer M. Djibril Topalto et lui remettre une lettre de la part de M. Pierre-Edouard Ngassona pour que le Tchad dise une chose. Oui, nous voulons réintégrer Djibril Ibrahim au sein des SAO, ou bien nous le laissons libre de ses mouvements, donc libre de choisir son pays sportif, en l'occurrence la République centrafricaine, qui m'avait fait une réelle diligence afin que je puisse les aider, c'est-à-dire les joueurs, à devenir champions d'Afrique. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir cette chance-là, d'autant plus que la sélection tchadienne s'était envolée pour Bangui à mon arrivée à N'Djamena de Bangui, et par la suite, les nouvelles allant très vite. Vous avez entendu, comme tout un chacun, que la République centrafricaine a été championne d'Afrique centrale en gagnant la Coupe de la CEMAC. Très bien. En tant que sportif, quelles sont les solutions que vous pouvez conseiller? Je fais référence, puisque vous avez beaucoup voyagé et vous êtes souvent à l'étranger, vous venez dans votre pays d'origine, et donc étant à l'étranger, vous voyez mieux comment les équipes progressent. Qu'est-ce que vous avez amené comme conseil? Des conseils, j'en ai donné individuellement et également collectivement, à qui voulait m'écouter et pas m'entendre. Du matériel, j'en avais apporté également. Ce qui manque au Tchad est un travail de tambour, c'est-à-dire essayer de ratisser au niveau des 14 préfectures tchadiennes, essayer de détecter les meilleurs joueurs et de les amener dans les championnats les plus élevés qui sont ceux de N'Djamena, Sar et Moundou. Pour cela, il nous faut des gens qui connaissent le terrain, aussi bien au niveau local qu'au niveau international. J'en fais partie, Yafen Doram en fait partie, Nabati Gotokoma en fait partie, mais nous en avons également d'autres qui peuvent nous aider, à condition que le pays leur donne cette considération qui leur revient de droit, c'est-à-dire le salaire et les outils indispensables pour pouvoir faire de la sélection nationale tchadienne quelque chose d'autre que ce qu'on voit actuellement. Je m'explique. À l'époque de notre enfance, M. Mohamed Assili, lors de la Coupe de l'IDEAC, le Gabon, la Guinée équatoriale, entre autres, avait une seule équipe qui jouait la Coupe de l'IDEAC, devenue désormais Coupe de la CEMAC. De progression en progression, aujourd'hui, ces pays que j'ai cités ont des équipes spéciales pour jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde. Ils ont une autre équipe qui joue le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, qui est joué par des joueurs locaux. Ils ont une seconde équipe qui, pour la plupart du temps, est l'équipe junior qui joue le tournoi de la CEMAC. Figurez-vous que lors de notre victoire en finale de la dernière édition du tournoi de la CEMAC, ce sont les juniors congolais qui avaient joué la finale face à l'équipe nationale du Tchad, les Sao. Admirable. En clair, si je comprends bien, vous voyez le blocage à quel niveau? Est-ce la fédération qui ne fait pas son travail? Est-ce au niveau du ministère que la priorité n'est pas donnée? Ou c'est encore plus haut, où les moyens ne sont pas assortis? On fait du sport qui est un phare de la jeunesse, pas du tout une priorité. À quel niveau se situe exactement le blocage? Commençons étape par étape. Aucune décision n'est prise dans un pays tant que les grandes instances de la République ne la décident pas. Je m'explique. Si aujourd'hui le gouvernement accepte de nommer un ministre de la jeunesse et des sports, un président de la fédération de football et lui permettre de recruter son équipe en lui donnant les outils et le temps, je répète, le temps nécessaire pour pouvoir faire un travail de fond, jamais nous n'y arriverons. Figurez-vous que nous ne disposons même pas
d'un stade omnisport ouvert, encore moins d'un stade omnisport couvert. Comment voulez-vous que dans ces conditions-là, nos jeunes puissent s'épanouir? Le problème du matériel se pose également, et également le problème des moyens de première nécessité, comme quoi les transports et l'alimentation. Comment voulez-vous qu'un jeune qui travaille pour subvenir aux besoins cruciaux de sa famille ou de sa petite famille puisse, après son travail, se rendre à l'entraînement s'il n'a pas un moyen de locomotion fiable, ne serait-ce qu'une bicyclette, s'il n'a pas un endroit où pouvoir se reposer, s'il n'a pas de quoi se nourrir comme il le faut, et surtout s'il ne dispose pas de cet outil indispensable pour tout sportif, surtout footballeur, de matériel, c'est-à-dire d'équipements sportifs pour pouvoir s'entraîner et pouvoir s'élever. Voilà ce qui nous fait défaut. Nous avons à plusieurs reprises, c'est-à-dire des personnes soucieuses du bien-être de la jeunesse tchadienne, comme moi-même, essayé de toucher le président de la République. Malheureusement, toutes nos tentatives ont été vaines, car nous avons la triste impression que des gens se trouvant autour du chef de l'État ne lui transmettent pas, comme il le faut, nos doléances, ou bien les travestissent. Je suis arrivé de Yamena lundi dernier. Mon intervention au niveau de l'Observateur, dont je fus l'invité, mon intervention qui était en quelque sorte un entretien avec l'excellent directeur de publication du journal L'Observateur, paru du 3 au 10 décembre, explique ce que je viens de vous dire, sans compter bien entendu ma dernière intervention dans la dernière parution du journal Le Temps. Nous voulons tout simplement montrer que nous sommes soucieux de ce qui se passe au Tchad. Et le Tchad, comme tous les pays, a besoin de sa jeunesse. Quand elle respire, il vit. Et quand elle étouffe, il meurt. Très bien. C'est une très bonne anecdote ce que vous dites, mais ce que je voudrais dire, c'est que le Tchad est considéré par beaucoup comme un pays pétrolier, donc avec un revenu qui peut permettre de pallier à ce problème-là. Est-ce que les ressources sont là? Monsieur Marasilek, ne me faites pas sourire s'il vous plaît. Je suis docteur en droit. Vous êtes également l'équivalent d'un docteur. Vous savez très bien que le pétrole tchadien n'a jamais servi le peuple tchadien. Je m'explique. À l'époque où le prix du baril au niveau international caracolait à plus de 100 dollars américains, le prix du baril de pétrole tchadien était à 27 dollars pour des raisons politiques. Jamais les voleurs de la République n'ont laissé le Tchad bénéficier de ses ressources naturelles, quelles qu'elles soient, encore moins du pétrole. Je ne pense pas que le Tchad a besoin d'un pétrole qui n'existe plus, car tout a été bradé. Ce dont nous avons besoin, c'est de ressources humaines. Ce que beaucoup de nos dirigeants doivent savoir, c'est que des ressources humaines, le Tchad en a. J'en fais partie. Vous en faites partie. À tort ou à raison. Maintenant, ce dont on a besoin, comme je l'ai dit et je me répète, c'est qu'on nous fasse confiance. Qu'on nous permette de recruter nos équipes. La jeunesse. Que le gouvernement fasse confiance à la jeunesse que nous représentons. Moi-même et d'autres personnes. Il n'est pas nécessaire de citer tellement, la liste est longue. Que l'on nous donne les outils indispensables pour pouvoir travailler et surtout qu'on nous laisse le temps pour travailler. Car il faut beaucoup de temps pour relever le sport tchadien qui n'existe pas. Très bien, écoutez, moi je pense que d'abord je voulais faire un rectificatif, je n'ai pas encore atteint le niveau d'un docteur aussi imminent que notre invité, peut-être que le moment viendra, et je pense qu'à travers lui, la jeunesse tchadienne puisse retrouver les reformulations des termes, des mots, et tout l'aspect critique sur ce qui est le sport, qui est aujourd'hui l'un des phares de la jeunesse, et nous vous en remercions beaucoup. Vous avez été pendant longtemps, je voulais faire une transition, je pense que vous avez quitté le Tchad étant jeune, vous avez été au Canada, en Amérique du Nord, vous avez voyagé partout, un homme pétri d'expérience et de vécu. Et dernièrement, quand vous êtes allé au Tchad, nous autres, moi, ça fait 26 ans, je ne vis pas au Tchad, je suis toujours dehors. Je suis critique vis-à-vis de mon pays, vis-à-vis de ses dirigeants, sur plusieurs aspects. On peut aimer, ne pas aimer, mais ça, là, n'est pas le problème. Le Tchad, N'Djamena devait être la vitrine de l'Afrique. Certains l'ont dit, d'autres l'ont critiqué. Vous, en rentrant, qu'est-ce que vous avez trouvé entre ce qu'on vous a dit
ce que vous êtes allé voir? J'ai trouvé le parfait contraire. Je ne voudrais pas critiquer les dirigeants de mon pays, car à défaut d'être légitimes, ils sont légaux. Je suis là pour aider le Tchad à avancer. Je ne veux pas assister à l'anéantissement de mon pays, qui a commencé depuis belle lurette, à cause de l'ingérence extérieure entre autres, et surtout à cause du manque crucial de nationalisme de la part des Tchadiens. Je parle aussi bien du peuple tchadien que des dirigeants. N'Djamena est une poubelle. N'Djamena manque d'électricité. N'Djamena manque d'eau potable. Et pendant la saison de pluie, ce à quoi je n'ai pas encore assisté, puisque je compte me rendre à N'Djamena dans très bientôt, Inch'Allah, c'est que N'Djamena est un véritable marécage. Il y a des édifices en construction qui ne sont pas encore achevés, pour des raisons que je ne peux pas expliquer car je n'en connais pas les tenants et les aboutissants. Il y a des édifices achevés qui sont déjà abîmés. Je ne comprends pas ce qui se passe dans mon pays. Est-ce une malédiction émanant de Dieu le Père, Dieu des Juifs, des chrétiens et des musulmans, ou bien des Tchadiens qui sont attirés eux-mêmes la malédiction? Comme je l'avais dit dans les colonnes de l'Observateur, ce qu'il nous faut, ce n'est pas un changement de régime, c'est un changement de mentalité. Je suis un sportif, je suis un artiste. Je rencontre beaucoup de blocages dans mes domaines respectifs. Imaginez, les politiciens. Je n'ai pas dit les hommes politiques, car il n'y en a pas beaucoup au Tchad. Il n'y en a presque plus. Je parle des politiciens, ceux qui veulent absolument, et ce en vendant père et mère, avoir une carrière politique. Faisons fi de ce que l'on appelle un destin politique. Donc N'Djamena pour moi est le contraire de la vitrine de l'Afrique. C'est fort. Je suis même tenté de vous dire que rarement, avec les termes qui sont les vôtres et les termes assez pesants, on n'a eu qu'un invité sur Tchad Anthropus qui a su imager et narrer ces aspects fondamentaux que nous dénoncions chaque jour sur Tchad Anthropus, en tribune. Écoutez, nous arrivons à la fin de l'échange ô combien de fois fructueux. Je pense que nos compatriotes apprécieront. C'était Tchad Anthropus Tribune à Paris.